Les membres du jury, candidat, c'était à garder le candidat. Je peux commencer parce qu'on va avoir du retard. Ah, ok. Je peux commencer? Si tout le monde est là, il faut commencer à l'heure parce que ça s'accumule. Le retard s'accumule. J'attendais l'enregistrement. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers publics présents et vous qui nous rejoignez en ligne, bienvenue à une journée qui transcende la simple évaluation académique en ce troisième jour de séance. Et pour notre première séance, nous nous apprêtons à témoigner la révolution scientifique que l'Institut universitaire des sciences IES en plein chantier déploie. C'est l'aboutissement de 4 années d'efforts acharnés qui prennent forme aujourd'hui. Je salue la présence de chacun de vous. Je tiens à remercier personnellement les jurys garants de notre rigueur intellectuelle, Dr Nelson Sylvestre, mon directeur de thèse, rapporteur, professeur Jonas Noël, encadreur, votre servante Marie Duverger, président. Nous allons écouter Becker de Pauline, étudiant en droit, de sa présentation ayant pour titre la problématique de l'ULCC, une étude entre les pouvoirs politiques et le pouvoir judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti. Becker de Pauline, vous avez 10 minutes pour votre présentation. En cas de coupure de connexion, veuillez procéder au résumé succès. Vous avez la parole, de Pauline. Honorable présidente du jury, Madame Marie-Mite Duverger, distingué membre du jury, Monsieur le rapporteur, Dr Sylvestre Nelson, honorable présidente, distingué membre du jury, honorable et l'encadreur, Maître Jonas Noël, Mesdames, Messieurs les invités, chers camarades impétrants, bonsoir. Honorable présidente distinguée, membre du jury, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail de recherche intitulé « La problématique de l'ULCC, une étude entre les pouvoirs politiques et le pouvoir judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti ». Du coup, honorable présidente et membre du jury, par probité intellectuelle, permettez-moi de vous présenter toutes mes excuses pour les erreurs commises involontairement lors de la rédaction de mon travail de recherche. Ces erreurs découlent de style, de syntaxe, d'orthographe et d'ordre technologique. Après vos critiques sensées et fondées, je vous donne garantie que je vais peaufiner mon travail pour qu'il soit apprécié et intégré dans le monde scientifique. À présent, je rentre dans le vif du sujet qui est la présentation de mon travail de recherche portant sur la problématique de l'ULCC, une étude entre les pouvoirs politiques et le pouvoir judiciaire dans la lutte contre la corruption. La corruption, considérée à l'échelle mondiale comme un fléau, s'est vue comme un phénomène très ancien qui a subi des études académiques et scientifiques qui fait son apparition dès la Seconde Guerre mondiale. C'est à cette date que la corruption a commencé à se hisser au sommet des pathologies liées au sous-développement des sociétés. Dans le contexte haïtien, la corruption dont la genèse se situe dans le passé colonial du pays est perçue comme une source de régénération de revenus personnels et claniques. Le phénomène engendre de profondes divisions socio-économiques, notamment au niveau des castes sociales de la société haïtienne, lequel crée la cartélisation de l'appareil administratif et politique du pays, dont presque toutes les institutions républicaines, la présidence corruption, la primature corruption, le Parlement haïtien corruption, le pouvoir judiciaire corruption, de plus, même l'OPC corruption. Devant cette situation lamentable, aidé par la communauté internationale, l'État haïtien, dans le but de créer contre ce fléau, crée l'ULCC à travers le décret du 8 septembre 2004 sur le gouvernement de transition Alexandre Boniface. Alexandre Latortue. L'ULCC depuis lors est à l'œuvre. Son travail ne dépasse pas le niveau de la publicité en produisant des rapports sur rapports à longueur de journée. Ces rapports sont très coûteux à l'État haïtien.
que pourtant l'ULCC constitue en elle-même une problématique en raison de sa dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, car sa structure dépend strictement du ministère de l'Économie et des Finances, qui entrave grandement son indépendance et qu'elle soit incapable de travailler pleinement contre la corruption en toute impartialité. Prenons par exemple, si le ministre des Finances est impliqué dans des cas de corruption, le directeur de l'ULCC peut-il mettre en branle la machine contre celui qui l'a nommé conformément aux dispositions de l'article 12, deuxième alinéa du décret du 8 septembre 2004. Tandis que, de l'autre côté, l'ULCC doit travailler en étroite collaboration avec le pouvoir judiciaire, notamment la juridiction répressive, au point qu'elle soit considérée comme étant officier de la police judiciaire, suivant les dispositions du décret du 8 septembre 2004 en son article 11, plus précisément en son troisième alinéa. Donc, l'ULCC devrait travailler pour éradiquer la corruption. Toutefois, son indépendance est hypothéquée, entravée par le pouvoir exécutif, et son apport dans la lutte contre la corruption doit acheminer vers un autre pouvoir à indépendance douteuse, où son indépendance fait problème, qui est le pouvoir judiciaire. Voilà un simple regard montre que l'ULCC ne pourra être le pivot de la lutte contre la corruption tant qu'elle ne soit pas totalement libre et indépendante dans ses rôles et sa mission. Fort de ce constat, avec une observation pointue et objective, je fais choix de cette thématique avec apport d'un adage de Charles Quétrin: tout problème identifié est à moitié résolu. En fait, la corruption étant déjà identifiée comme un problème crucial en Haïti, son éradication devrait être possible. Tout contrefait, la corruption ne constitue pas le problème, mais l'institution chargée de la déraciner en raison de son indépendance qui est hypothéquée. D'où la question de recherche. Faut-il redéfinir ses prérogatives ou ses missions, renforcer et garantir son indépendance, ou encore revoir sa place au sein de l'appareil étatique pour la prémunir contre toute instrumentalisation? Par cette interrogation découlent les trois hypothèses suivantes. Nous supposons que l'ULCC est un outil politique entre les mains de tous ceux qui gouvernent le pays. Nous supposons que l'ULCC empiète l'appareil judiciaire au fin des manœuvres tendancieusement politiques. Nous supposons que la réforme de l'ULCC, le renforcement des prérogatives et ses garanties d'indépendance puissent la rendre plus crédible et efficace dans sa mission. Ces objectifs se gravent à deux catégories d'objectifs. Premièrement, l'objectif général qui permet à comprendre la position de l'ULCC en tant qu'institution républicaine entre les autorités étatiques et politiques vis-à-vis de celles du pouvoir judiciaire. Et les objectifs spécifiques qui sont au nombre de 9, rechercher des documents, mémoires, thèses, livres, articles de journal, le moniteur, et en rapport avec la thématique, identifier la mission de l'ULCC vis-à-vis du décret 2004 portant sa création et son rôle dans l'éradication de la corruption, voir le mode de collaboration entre l'ULCC et le pouvoir judiciaire, mettre l'accent sur le mode opératoire de l'ULCC face aux actes de corruption de l'administration publique, analyser l'impact des travaux effectués par l'ULCC dans le système judiciaire, comparer les travaux effectués dans d'autres pays par des organismes de lutte contre la corruption, démontrer que l'ULCC est prise au piège des pouvoirs politiques et du pouvoir judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti. Ce travail apporte trois apports. Et sur le plan politico-économique, il permettra à la population haïtienne d'avoir de plus amples informations sur l'ULCC et ses prérogatives ou ses missions, et également aux dirigeants haïtiens de voir la nécessité de l'indépendance de l'ULCC et pour développer une synergie en vue de protéger le personnel judiciaire des incidences de la thématique, œuvrant dans l'unité pour enrayer le problème de dépendance de l'ULCC, bien plus saisir de l'apport de ce travail en tant qu'instrument dissuasif de l'indépendance de l'ULCC. Entre autres, il incombe l'importance de l'existence d'une institution comme l'ULCC en vue d'éradiquer la corruption dans les administrations publiques
pour un processus de développement économique et durable à tous les points de vue. Sur le plan scientifique, il facilitera à d'autres étudiants-chercheurs à des recherches similaires. Sur le plan juridique, il permettra un jumelage entre l'ULCC et le pouvoir judiciaire dans le respect des normes établies. Pour réaliser ce travail, les méthodes suivantes ont été utilisées. Méthode documentaire, qui a permis de recueillir des informations de manière... Il vous reste une minute. Ça va? Il vous reste une minute. Allez, allez. Basé sur des documents écrits, imprimés ou numériques, comme des mémoires traitant la thématique, thèse, mémoire de master, doctrine, des articles de journal et des œuvres sur la corruption. Elle permet également de collecter des données qualitatives liées à la recherche. La méthode comparative, qui sert à comparer des travaux effectués par d'autres organismes pour établir des différences et des similitudes pour mieux saisir le phénomène de la corruption et ses concepts. Elle permet également de mieux cerner certaines théories liées à la recherche. Et méthode déductive qui permet d'établir une approche qui part de principes généraux, théories, hypothèses, pour en déduire des conclusions spécifiques et d'expliquer le phénomène de la corruption partant d'une idée générale afin de la mettre en façon concrète. De façon concrète, méthode d'enquête et d'observation, elle permet d'observer, d'enregistrer, d'analyser le phénomène de la corruption et des comportements des acteurs de l'ULCC et des parquets. L'absence de protection solide, les résultats observés découlent de constat des faits suivants. L'ULCC reste et demeure sous l'influence directe ou indirecte du pouvoir exécutif. Le directeur général de l'ULCC est nommé par les autorités politiques, ce qui nuit son autonomie. Les risques de pression politique dans le choix des dossiers à poursuivre. Le pouvoir judiciaire est parfois limité et freiné dans les actions contre les acteurs politiques soupçonnés de corruption. L'absence de cadre clair, la collaboration et la méfiance entre l'ULCC, la justice et les pouvoirs politiques créent des blocages. Plusieurs enquêtes sont réalisées, mais peu de dossiers sont transférés à la justice ou aboutissent à des condamnations. L'inertie ou complaisance de certains juges ou parquetiers. L'ULCC est parfois perçu comme un outil politique pour matraquer les opposants. L'utilisation de l'ULCC dans la lutte contre la corruption de manière sélective et stratégique manque de précision ou de mécanismes pour les poursuites judiciaires dans les prérogatives découlant de la loi cadre de l'ULCC. L'absence de protection solide pour les lanceurs d'alerte, difficulté de collaboration entre l'ULCC, la Cour supérieure des comptes, l'inspection générale de la police nationale et les parquets, manque de stratégie nationale intégrée dans la lutte contre la corruption, méfiance du public face à une institution jugée inefficace et politisée, le renforcement total de l'impunité, refus de voter des lois, de renforcement de l'ULCC, blocage des réformes judiciaires qui rendent la justice plus indépendante. Ces résultats font l'objet de l'affirmation des hypothèses et permettent de proposer des pistes de solutions suivantes. Renforcer l'indépendance de l'ULCC des pouvoirs politiques tout en renforçant sa mission. Doter de l'ULCC une autonomie contre toute interférence politique. Renforcer et harmoniser la coopération entre l'ULCC, la Cour supérieure des comptes et le pouvoir judiciaire. Sensibiliser la population à l'importance de la lutte contre la corruption. Placer des commissaires du gouvernement exprès à travers les juridictions du pays pour traiter les dossiers de l'ULCC dans chaque parquet. Créer un bureau. Je vous remercie, votre temps de présentation est écoulé. Merci pour cette présentation. Nous poursuivons avec les observations de M. Noël Jonas, le cadreur, dont l'accompagnement a été crucial dans l'élaboration de ce travail. Monsieur Jonas, je vous cède la parole. Merci, honorable présidente du jury, Madame Marie-Mite Duverger. Je salue également la présence du rapporteur, Dr Sylvestre Nelson. C'est avec un réel plaisir pour nous aujourd'hui de prendre la parole
pour vous dire que c'était une expérience parfaite. Donc, l'étudiant Becker de Collines a pu travailler sur une thématique qui s'inscrit dans une problématique à la fois contemporaine, sensible et cruciale pour la compréhension des dynamiques politiques haïtiennes récentes. Donc, permettez-moi, honorable présidente du jury, ce qui était intéressant tout au long de son parcours de recherche, Becker de Collines a fait preuve de sérieux, de rigueur, de réel engagement intellectuel et de réel désir d'apprendre. Sur ce, je tiens à féliciter Becker pour sa présentation et je ne vais pas être long et donc je vous concède la parole parce qu'on ne doit pas s'éterniser. Merci. Merci, monsieur le cadre, professeur Jonas. Docteur Sylvain, c'est là, s'il vous plaît. OK. En attendant l'arrivée du rapporteur, je vais dire merci et féliciter Pauline pour sa présentation. En attendant, docteur, la réaction ou bien l'intervention du rapporteur, je vais dire quelque chose sur le sujet de Pauline. Et ce travail universitaire se penche sur un enjeu sociétal, comme vient de dire le cadreur, majeur en Haïti. Et l'efficacité de l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, face à un fléau qui gangrène le développement national. Il s'agit d'une analyse scientifique rigoureuse visant à éclairer le public, les décideurs et la communauté académique sur les mécanismes et les entraves de cette lutte. Il y a des forces et pertinentes de l'étude, il y a également des faiblesses et des défis. La pertinence de cette recherche est incontestable en ciblant l'ULCC, une institution clé. L'étude s'attaque directement à un problème central qui affecte la bonne gouvernance et par extension la vie quotidienne de chaque citoyen, en particulier les plus vulnérables. La démarche se distingue par sa volonté d'adopter une approche heuristique cherchant à générer la nouvelle ou bien de nouvelles compréhensions. Le mémoire de Collines de licence présente un défi significatif sur le plan de la forme et du respect du canevas académique de l'US. En tant que président du jury, je dois souligner que le non-respect des normes formelles et structurelles comme celle de l'Institut universitaire des sciences (IUS) que vous devez suivre impacte directement la crédibilité scientifique et académique de votre travail, peu importe la pertinence du fond. Et actuellement, le canevas est restricté à un pourcentage moins élevé, ce qui est une lacune majeure. Voici les points précis à corriger et la structure adoptée pour un mémoire conforme aux exigences de DUS. Mais des tableaux au début du devoir, comme le tableau 1, raison importante de la corruption, le tableau 2, différence de perception, le tableau 3, classement des institutions les plus corrompues, sans aucune introduction préalable, est une pratique des Collines à éviter. Par exemple, votre lecteur a besoin de savoir pourquoi ce tableau est là. Quel est le point de vue ou bien qu'est-ce que vous cherchez à illustrer avec ces données? Sans annonce, le tableau apparaît abruptement et le lecteur doit devenir
devinez son utilité. Chaque tableau, vous devez savoir, c'est que doit être procédé de texte qu'il introduit et souvent suivi de texte qui en analyse les points clés. Et votre résumé actuel avec ces 405 mots dépasse significativement la limite académique usuelle de 300 mots et la contrainte d'une seule page. Atteindre cette concision n'est pas une simple exigence formelle, c'est un exercice de rigueur intellectuelle fondamentale qui vous contraint à distiller l'essentiel de votre pensée, de la quintessence de votre contribution scientifique. Ciblez l'essence de votre contribution, intégrez et condensez l'objectif de votre étude, la méthodologie employée, mettez en lumière que votre travail analyse la lutte anticorruption en Haïti à travers le prisme de l'UNCC. En s'appuyant sur une revue critique de la littérature et des documents pertinents, concentrez-vous sur vos découvertes originales, notamment la structure des chapitres et sections. Votre mémoire contient 4 chapitres, alors que le canevas de l'US en exige 3. De plus, vos chapitres contiennent 4 sections, numérotées en lettres A, B, C, alors que la norme est de 3 sections par chapitre, avec une numérotation en chiffre 1, 2 ou bien en chiffre romain. Vous devez impérativement revoir l'organisation de votre contenu pour qu'il s'inscrive dans une structure de 3 chapitres distincts. Et puis, chaque chapitre doit ensuite être divisé en 3 sections principales. Également, votre introduction s'étend sur 10 pages, tandis que votre conclusion se limite à 2 pages. Une introduction doit être concise, présentant la problématique, les objectifs, la méthodologie et la non-supplément. Il passe rarement 5 à 7 pages pour une mémoire de licence. La conclusion, elle doit synthétiser et les résultats répondent à la problématique, valider l'hypothèse et ouvrir des perspectives. Elle doit être proportionnelle à l'introduction. Souvent en 3 et 5 pages. Et savez-vous qu'une introduction trop longue dilue le message principal et peut fatiguer le lecteur avant même le corps du sujet. La table des matières ne respecte pas le caractère 12. La police de la table des matières doit être conforme à celle spécifiée dans le canevas de l'IS, typiquement du caractère 12, pour le corps du texte et le titre de chapitre. Une table des matières normalisées est un outil de navigation essentiel, reflétant la rigueur et le soin apporté à la mise en forme globale. Pour la bibliographie, votre bibliographie ne respecte pas la méthode à part que l'UIS utilise. C'est un point non négociable pour la crédibilité académique. Vous devez absolument réviser l'intégration de votre bibliographie pour qu'elle suive scrupuleusement la 7e des normes, édition des normes à part. Cela inclut le formatage des normes, d'auteurs, des noms d'auteurs, des dates, des titres, etc. Je ne sais pas si maintenant, docteur Sylvestre est prêt ou bien s'il est docteur Sylvestre. Je n'ai pas encore arrivé. Et nous poursuivons les ajustements de fond. Nous avons discuté précédemment sur le contenu de votre résumé sur essentiel. Cependant, ces corrections doivent être menées parallèlement à une relecture à sortir du canevas de l'UIS. Ce document est votre guide intime. Le canevas de l'UIS, il est disponible. Il représente votre guide ultime pour la forme de votre mémoire. Ne le sous-estimez pas, l'écolier. Il est là. Il est la clé de voûte de la présentation de votre travail. Je passe encore la parole à M. Jonas, votre cadeau. Merci, honorable présidente. Sur cette prise de parole, je dois dire, alors, pour les remarques faites concernant la forme,
qualité d'encadreur, je prends acte et je vais l'aider à corriger ça au niveau de la forme. Donc, je crois que Becker également a noté ces remarques au niveau de la forme. En ce qui concerne la méthode APA dont vous venez de parler, c'est un problème de technologie. D'accord? L'étudiant n'a pas maîtrisé trop bien la nouvelle technologie, justement pour. Ben, vous voyez carrément, il a fait des efforts pour noter certaines références suivant la méthode APA. Donc, je parle de ce soir, le docteur Sylvestre, jusqu'à date, n'arrive pas encore. Ensuite, je vais passer la parole, je vais en fait remettre la parole pour qu'on puisse remettre la parole à monsieur et au docteur Sylvestre, le rapporteur. Merci. Ok, merci. Maintenant, je passe la parole à Dr. Sylvestre, s'il est déjà là. Décolline, vous avez une réaction? Je vous écoute, Décolline. Décolline, vous êtes là? Merci. Oui, je suis là. Merci, madame la présidente et madame Marimite de votre critique et votre appréciation. Alors, je vous donne garantie, et comme je viens de le dire, de peaufiner ce travail afin de respecter la méthodologie dont le canevas de l'US fait l'objet. Alors, pour peaufiner le travail afin de la rendre efficace pour le domaine scientifique. Ok, merci. Et votre défi immédiat est donc double. Vous allez affiner le contenu de votre analyse tout en reconstruisant la charpente de votre mémoire selon les normes établies. C'est en respectant ces directives formelles que la pertinence et la profondeur de votre recherche pourront être pleinement appréciées par le jury et la communauté scientifique. Et je crois que le rapporteur a de nombreuses questions à poser, mais malheureusement, il n'est pas encore arrivé. Et je sollicite la parole à l'encadreur, M. Jonas, ou bien professeur Jonas, pour quelques mots. Merci, madame la présidente. Alors, je ne veux pas prendre la place du rapporteur, mais à la seule différence, je vais partager avec vous l'expérience que j'ai faite avec l'étudiant Becker. L'étudiant a su interroger de manière critique les fondements et les pratiques des agents de l'ISCC ou de l'ISCC en tant qu'institution. Il arrive à mettre en lumière les tensions récurrentes entre la logique de pouvoir et exigence du pouvoir judiciaire dans son travail. Donc, regardez, sans
développer le travail des étudiants à sa place. Il démontre que le pouvoir judiciaire est également un pouvoir à indépendance douteuse. Pourtant, l'UNCC, de l'autre côté, est entravé, son indépendance est hypothéquée avec le pouvoir exécutif, donc il n'est pas libre de sa mission. Excusez-moi, l'UNCC n'est pas libre de sa mission. Donc, à tout bout de champ, on peut arrêter l'UNCC dans sa course, dans sa mission. Donc voilà, c'est un travail assez intéressant. Le Bicaire des Collines présente, il assume. Il dit, bon voilà, je vais travailler sur un tel sujet parce que la corruption est identifiée comme problème. Mais comment se fait-il? Jusqu'à date, rien n'est fait. On ne voit pas vraiment des solutions au phénomène de la corruption en Haïti. Très au contraire. On voit que la corruption dans toutes les institutions républicaines. Ce qui est intéressant, c'est quand on a entendu à la radio, même l'OPC a fait l'objet de la corruption. Si toutefois je ne me suis pas trompé, l'OPC c'est Office protecteur des citoyens. Et on sait, la corruption fait problème. Ça entrave le développement du pays. Parce que normalement, si un budget est voté, consacré au développement du pays, pourtant, ça sert uniquement à remplir les poches des autorités, donc ça permet. Semblerait l'honorable président du pays, M. Rapporteur arrive, non? Pas encore? Il est là? Docteur Sylvestre est là? Ah, ok. Ce sujet de recherche est une finance capitale, comme je viens de dire, et au regard de la situation actuelle en Haïti. Comme le souligne Bride, la corruption gangrène les services publics, les rendant inefficaces et inaccessibles. Et l'étudiant a cité plusieurs institutions, le nom de plusieurs institutions, mais pour une grande partie de la population, la moitié des ménages qualifient ce service de très mauvais. Et le système judiciaire perçu comme plus corrompu, comme vient de dire, des Collines, est jugé mauvaise, qualifiée à un pourcentage très fort. Puis cette défaillance s'étend aux entreprises publiques autonomes comme l'électricité d'Haïti, SNEP, etc. Ainsi que les institutions étatiques où les fonctionnaires eux-mêmes constatent une très faible efficacité. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans ce constat alarmant, il devient impératif de s'intégrer des Collines sur l'efficacité des mécanismes mis en place pour combattre ce fléau. C'est pourquoi aborder la problématique de l'ULCC, une institution pourtant présentée comme le pilier seulement pertinent. La question que se pose cette institution est pour nous très pertinente. Dans ce paysage, examiner la problématique de l'ULCC, une institution pourtant désignée comme le fer de lance de la lutte anticorruption, représente non seulement un défi,
intellectuel, mais aussi un risque incomparable. C'est précisément cette audace de la nature des questions soulevées par l'existence et l'action de l'ULCC qui rend ce sujet éminent pertinent. Il y a des sources, par exemple, pour cette étude. BRID est une étude, une enquête, ou une publication serait utile de le mentionner pour contextualiser les données. Et assurer que le tableau 3 sera inclus dans votre travail ou que sa référence est claire pour le lecteur. Et pour un public non familier avec les institutions haïtiennes, une brève introduction à l'ULCC pourrait être utile avant de plonger dans sa problématique. Vous êtes d'accord, monsieur le cadre? Bon, et alors, je ne dois pas dire est-ce que je suis d'accord ou non, parce que l'étudiant est là justement aujourd'hui pour les remarques, les critiques, et parce que c'est sûr et certain, comme tout autonomie universitaire. Ok, parce que là, on pense. Oui, selon à des limites, il y a des manques de tout ça, parce que le temps à l'étudiant pour rédiger son mémoire, c'est vraiment court, surtout la situation politique de notre pays. Notre correction, par exemple, c'est les ailes, variétés, orphelins. Pardon, Marie-Mite, je suis là, oui, Marie-Mite, pardon, hein? Marie-Mite, je suis là. Docteur Sylvestre. Eh bien, docteur, il vous reste, je crois, 7 minutes. Non, 7 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est pas 7 minutes, 4 minutes. 4 minutes pour changer. Non, peu importe. On peut 47, voler. on va terminer à 55. Non, on peut voler quelques minutes. Les autres, pas de problème. Vous m'excusez. Je t'avais dit que j'allais avoir un retard. Hein? Oui, okay. Mais oui. Alors, est-ce que vous me passez déjà la parole? Longtemps. Eh bien, ok. Alors, bonsoir, Becker. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Je sais. Ne t'en préoccupe pas. Ne t'en préoccupe pas. Donc, oui. Et alors, le travail de Becker sur la problématique de l'ULCC, à mon humble avis, c'est un travail intéressant dans la mesure où ça porte sur l'actualité. Mais ce que j'ai remarqué dans le travail de Becker, et je me demande pourquoi, et dans le titre même du sujet, il introduit des majuscules. C'est-à-dire les premières lettres sont en majuscules à chaque fois. Et même dans les chapitres, tout se fait en majuscules. Et dans le libellé, il nous parle d'une étude, mais je ne sais pas trop de quelle nature cette étude est-elle. S'agit-il d'une étude juridique, sociologique, politique? C'est pas trop clair, même dans le développement du travail. Et Becker inclut 2 pages de couverture dans son travail. Et Becker présente un indice des tableaux, mais avec les tableaux, alors qu'on s'attendait à une liste dans cet indice des tableaux, et les pages indiquaient, mais Becker inclut directement les tableaux. Et pour les remerciements et les dédicaces, Becker parle de nous tenons. L'usage de nous ici, je ne comprends pas trop, parce que je sais que c'est Becker qui réalise le travail. Pourquoi nous tenons? Et ça, je vois que cela devient un refrain dans l'usage de nous, de on,
dans les différents travaux présentés par les étudiants. Et même à la fin du résumé du travail, Becker utilise une expression, il n'est plus un secret. Bon, ça c'est dans le langage oral, le langage verbal. Mais dans le langage écrit, Becker, il faut éviter ces tournures-là. Il n'est plus un secret. Et donc, je pense que ce sont des éléments à prendre en compte dans le cadre d'un travail scientifique. Mais le travail, en réalité, à mon humble avis, c'est un travail bouilli. Bouilli en ce sens que c'est comme si Becker nous présente un bouillon de son travail et pas encore le travail terminé. Bon, c'est vrai que je sais, après la soutenance, il y aura des corrections à faire, mais je m'attendais à la vérité, à un travail davantage fini. Donc, sur cette base, Becker parle de parties dans son travail, alors qu'en réalité, il n'y a pas de parties, il n'y a que des chapitres. Becker inclut à la page 43, deuxième partie. Et immédiatement, il écrit chapitre 3, alors qu'il n'y avait pas une première partie. Raison pour laquelle je pense que le travail est bouilli dans sa forme et quelque part dans son contenu. Maintenant, je ne vais pas faire des questions à Becker, étant donné l'urgence du temps et la difficulté que j'avais pour me connecter. Donc, sur cette base, je pense que tu auras beaucoup de travail à faire, Becker, pour améliorer ce travail-là avec l'appui de ton encadreur, Jonas. Et alors, je suis bien content que tu aies pu faire l'effort pour être cette année dans la série de soutenance, étant donné que tu es de la première génération de l'IUS, c'est ça? Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Donc, en gros, Madame la Présidente, mes propos ici. D'accord? On ne t'écoute pas, Marie-Mide. Merci, docteur Stéphane, pour votre intervention. Et il va être l'heure. Au nom de ce jury, je remercie sincèrement chaque membre pour leur rigueur et leur respect. Et ma gratitude s'adresse à M. Jonas Noël, le cadre, et Dr. Sylvestre, le rapporteur, pilier de ce parcours. Enfin, un grand merci au public pour votre présence, soutien et intérêt pour la recherche. Je félicite également encore une fois Becker des Collines. Et nous arrivons au terme de cette séance. Et nous allons passer la place de la parole à notre collègue Jonas Noël dans quelques minutes pour la tenue de la deuxième séance de soutenance aujourd'hui. Merci à tous et bon travail, Becker. Félicitations, Monsieur Jonas Lacadou.